Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Le serment d'Augusta, vous le savez si vous suivez régulièrement ce podcast, c'est notre rendez-vous avec l'autrice Olympe de Gers et le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la Pitié-Salpêtrière. Dans cette série, on explore les bouleversements et les questionnements qui traversent le monde du soin. Et dans cet épisode, réalisé par Paul Berthiaud, on va s'intéresser aux biais racistes dans la prise en charge des patients et des patientes. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. En 2000, Bill Clinton annonce l'achèvement de la première cartographie du génome humain entier. I believe one of the great truths to emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms, all human beings, regardless of race, are more than 99.9% the same. C'est un événement majeur. Pendant des siècles, la science s'est employée à construire un discours savant afin de classifier les humains en races, dites noires, rouges, jaunes, blanches. Voltaire, Diderot, Kant, Linné, Buffon, tous ont contribué par leurs écrits à la taxinomie, c'est-à-dire à la catégorisation raciale des hommes et des femmes. La hiérarchie raciale était au cœur de cette pensée des Lumières qui façonne encore notre rapport au savoir et au monde. Mais en 2000, la cartographie du génome humain apporte la preuve scientifique qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine. What that means is that modern science has confirmed what we first learned from ancient faiths. The most important fact of life on this earth is our common humanity. Les caractéristiques comme la couleur de la peau, la forme des paupières, du nez, que nous utilisons pour définir les races, sont des indicateurs non fiables de variations génétiques entre deux peuples donnés. Par exemple, des populations d'Afrique de l'Ouest, d'apparence ethnique noire, sont plus éloignées génétiquement d'autres populations également dites noires d'Afrique de l'Est que de populations d'Europe de l'Ouest, qualifiées de blanches. La race est un mirage génétique. Faut-il pour autant en finir avec cette notion de race ? Bannir le mot de nos bouches et même de l'article 1er de la Constitution de la Ve République française, comme on a voulu le faire en 2018 ? La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Je m'appelle Miguel Chema, je suis en 4e année de médecine et je suis le créateur du compte Santé et Politique. Dernièrement, j'étais en stage, ma chef m'appelle pour faire un plâtre à un patient qui s'avère être noir et obèse. On commence à faire le plâtre, elle tape sur son propre ventre à elle et elle dit « Monsieur, pour ça, il va falloir faire quelque chose. » Et elle poursuit en disant « Après, je sais que vous, les Africains, vous mangez bien pimenté. » Il s'avère que moi aussi, je suis noir et donc on se regarde très furtivement avec ce patient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire les Africains ? Qu'est-ce que ça veut dire les Africains mangent pimenté ? Quel est le rapport entre manger pimenté et le fait de prendre du poids ? Et aussi, qu'est-ce qu'elle voit en fait ? Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un homme noir obèse, elle se dit c'est le piment. Pourquoi c'est la catégorie raciale qui lui est venue en fait ? Les catégories raciales sont pas des catégories évidentes, déjà là, naturelles. C'est jamais anodin d'utiliser les catégories raciales et c'est être extrêmement naïf que de dire, vu que c'est pas foncièrement méchant, il n'y a rien de racial qui est en jeu alors qu'en fait, précisément c'est racial en fait. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Je sais bien, mais quand même. Colette Guillemin. Autrement dit, oui, les êtres humains présentent des différences biologiques. Non, la race n'est d'aucune utilité pour catégoriser ces différences. Car la race n'existe pas biologiquement. En revanche, la race existe, socialement. C'est un rapport social, un rapport de pouvoir. Ce rapport consiste, pour les personnes majoritaires, à sélectionner des attributs parmi une infinité d'autres, et à décider que, si tu as ces attributs, tu es moins, tu es minorisé, tu es dominé. Autrefois, ces attributs, c'était la circonférence du crâne, des fesses, la taille des lèvres de la vulve, l'axe facial. Aujourd'hui, ces attributs sont devenus le faciès, la couleur de la peau, le patronyme, l'accent, la religion, les vêtements. Dans le rapport racial contemporain, quand on voit ces attributs chez quelqu'un,
Ils prennent le pas sur tout le reste, sa profession, la couleur de ses yeux, son statut marital, le nombre de langues qu'il ou elle parle. Et on lit ces attributs comme la preuve d'une différence radicale, irréductible entre nous et cet autre. La couleur de peau n'est pas un constat visuel, naturel. C'est une construction de l'esprit qui bouge au fil des époques. Par exemple, pour Benjamin Franklin, en 1751, les Français, les Russes et les Suédois ne sont pas blancs, ils sont swarzis, basanés. Les Noirs ou les Arabes en France aujourd'hui ont en commun non pas la race, mais le racisme. De la question sociale à la question raciale, éloge de la complexité, Didier et Éric Fassin. Ce racisme que tant de personnes ont en commun, en voici les chiffres. Chaque année, 1 200 000 personnes subissent une discrimination ou une atteinte raciste, selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Pour elles et eux, la notion de race conditionne l'accès au travail et au logement. La race est aussi une notion qui blesse et tue. En France, en 2023, la police et la gendarmerie ont enregistré 8 800 victimes de crimes ou délits à caractère raciste. Parmi elles, 430 ont subi des atteintes à la vie et des violences. Toujours en France, ce sont les personnes issues d'Afrique subsaharienne qui sont les plus touchées par les inégalités de santé, malgré l'interdiction très française de traiter les données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique. Une corrélation a par exemple pu être établie entre le pays de naissance et la surmortalité liée au Covid-19. Je m'appelle Amel, j'ai 45 ans. Je m'appelle Mariatou, je suis aide-soignante, ça fait 20 ans cette année. Le jour où j'ai accouché de ma première fille, j'étais avec une autre femme, une femme noire qui parlait pas français. C'était une femme qui devait faire plus d'1m80 et une centaine de kilos. On était toutes les deux flippées et puis surtout dans des souffrances physiques, de préparation à l'accouchement. Donc on allait vivre la même chose, mais le personnel soignant qui avait l'air vraiment de faire de son mieux ne nous traitait pas du tout de la même façon. Aux urgences maternité, les femmes noires, il y avait certaines sages-femmes, mais il y a fort longtemps, elles disaient « Ah, c'est bon, elle tire la douleur, on peut lui faire un accouchement sans péridurale. Est-ce que c'est la peine de crier comme ça? Vous n'avez pas de contraction et tout ça? C'est bon, arrêtez de faire semblant. » Moi, j'avais le droit à une écoute, à du temps, à de l'attention, à des médicaments. Ça venait assez naturellement. Si ça avait été une Européenne, elle aurait dit « Je reviens, ne vous en faites pas, on fera le nécessaire. » La voix est plus douce. Cette femme, elle avait l'air mais vraiment de douiller. Et alors qu'elle avait vraiment l'air de souffrir, je sentais bien qu'elle les saoulait. Elle parlait pas français, elle la comprenait pas, donc ça allait pas assez vite. Maintenant c'est bon, ça suffit, ça y est, c'est bon. C'était une femme toute seule, qui avait pas l'air de rouler sur l'or, et je crois que vraiment, elles l'ont pas bien traitée. Elles soufflaient, elles étaient exaspérées, elles étaient impatientes, fallait que ça aille vite. Des femmes dans la pauvreté pure. Mais pourquoi vous refaites un enfant que vous savez pertinemment que vous pouvez pas gérer le premier? C'est pas votre premier bébé. Allez, je vais pas tout vous réexpliquer, madame. Allez, c'est bon, allez. Cette douleur, on ne pouvait pas l'entendre de la même façon que moi, petite bourgeoise blanche, bien que typée, j'étais moins typée, Il y avait comme une sorte de hiérarchie dans le traitement. J'ai jamais eu de soignants qui m'ont dit de manière explicite les noirs sont forts, sont plus résistants à la douleur. Miguel Chema, étudiant en médecine. J'ai eu pour des patients arabes, mais pas pour des patients noirs. En attendant, moi je le vois au niveau de la patience. La patience n'est pas la même pour tous. Et elle se découpe par des lignes de partage différentes, le genre, la classe, notamment la race. Et encore plus particulièrement quand c'est des gens qui parlent pas français. C'est fascinant. Être un étudiant en médecine, c'est voir que, de fait, il y a encore un racisme scientifique et une utilisation très naturalisante des catégories sociales, notamment raciales. Je pense notamment par rapport aux questions de néphrologie. On utilise la créatinine, qui est un produit de dégradation des muscles, qui est un moyen d'objectiver la fonction rénale. Alors, on met une formule. Cette formule avait un ajustement racial, et donc pour les patients noirs, il y avait une modification. Donc je lis mon collège de néphrologie et je tombe sur ça. Une production de créatinine qui est plus importante et les noirs ont une masse musculaire plus importante.
Pour moi, c'est vraiment le racisme scientifique du 18e, 19e siècle. Et je me disais, mais c'est pas possible que ça existe encore. Outre le fait que personne se pose la question de pourquoi on utilise des catégories raciales comme des choses scientifiques et pas comme des catégories sociales. Qu'est-ce que ça veut dire les noirs scientifiquement, en fait ? Ça a un impact parce que cette modification surestimait la fonction rénale des patients noirs, ce qui fait qu'en fait, là où des gens, pour une fonction rénale diminuée, devaient être inscrits sur des listes de transplantation, l'ont été beaucoup plus tardivement. Ruth Gilmore, qui est une intellectuelle américaine, qui dit qu'en gros, le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Je trouve qu'en plus dans le champ médical, cette définition est encore un peu plus forte et pertinente. Oui, la race est une réalité brutale, pour reprendre les mots de Colette Guillaumin. Alors oui, dans cet épisode, on va parler de race, pour mieux rendre compte des expériences vécues, des injustices et des discriminations, pour reconnaître nos préjugés, nos biais, et les combattre. Le serment d'Augusta, épisode 10. Je regarderai la race en face. Ce n'est qu'adulte que j'ai réalisé et intégré que je suis blanche. Blanc n'est pas un adjectif que j'ai beaucoup entendu en grandissant. Blanche n'a pas fait partie de la construction de mon identité. La sociologue et féministe blanche, Ruth Frankenberg, pionnière des Whiteness Studies, écrit que quand on est blanc, on pense n'appartenir à aucun groupe racial en particulier. Un peu comme quand on est parisien, on pense ne pas avoir d'accent, quand on est blanc, on pense ne pas avoir de couleur. En tant que blanche, j'ai tendance à me sentir concernée intellectuellement par le racisme, mais pas personnellement. Je ne tue pas, je n'exclus pas activement. Je vois mal comment je pourrais exclure qui que ce soit d'ailleurs. Mon cercle social resserré est 100% blanc. Dans mon petit cercle tout blanc, j'ai tendance à déplorer le racisme comme je déplore les tremblements de terre qui adviennent dans des pays lointains. C'est triste, mais quelle prise j'ai sur ça ? Moi non plus, je ne me sens pas acteur du racisme. Je travaille toute la journée avec des personnes dont la couleur de peau et la culture sont différentes des miennes et je vis dans un quartier où il y a une mixité raciale. Tu sais, un facteur qui ne nous aide pas à penser des questions raciales, c'est aussi qu'on est en France. Je suis Pape Ndiaye, je suis prof d'histoire à Sciences Po, actuellement en disponibilité. J'enseigne l'histoire des mondes noirs dans l'espace atlantique. Pape Ndiaye est ancien ministre de l'Éducation nationale, mais il est aussi l'auteur du livre « La condition noire », un ouvrage de référence qui amorça les Black Studies à la française. En France, les questions raciales sont peu exposées. Elles ont longtemps été pensées comme peu légitimes, au sens où elles étaient suspectes de réintroduire une forme de racisme et d'être en flagrante contradiction avec l'universalisme républicain. Et ce faisant, bien entendu, en France, on a mis sous le tapis des questions et des analyses pourtant utiles si l'on veut précisément combattre les discriminations qui sont fondées sur ces questions raciales. Et donc, lorsqu'on parle des questions raciales, on n'est pas raciste, on souhaite simplement faire apparaître des problèmes qui, sinon, au nom de l'universalisme républicain, n'apparaissent pas du tout. Ce tabou français autour de la race, il remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les horreurs du racisme d'extermination nazi, on s'attache à produire un discours scientifique pour démonter le racisme biologique. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss livre en 1952 un travail fondateur avec sa brochure « Race et Histoire » rédigée pour l'UNESCO. Mais peu à peu, on glisse de cette posture de démonstration antiraciste vers une posture de dénégation. Nous, on a fait une brochure, c'est bon. On se met à considérer que le racial, c'est chez les autres, et surtout aux États-Unis. On ne se sent plus trop concerné ni par la traite des Noirs, ni par le régime de Vichy, ni par la domination coloniale. La France préfère penser les injustices en termes de rapport de classe. En France, on garde le mot raciste pour les idéologies
C'est un vocabulaire infamant, que le vocabulaire du racisme, c'est comme si on posait la question est-ce que vous êtes fasciste ? Bon, on a quand même assez peu de chance de tomber sur des gens qui vous diront oui, je le suis. On peut toujours en trouver, mais c'est quand même très très marginal. Si on fait un sondage en demandant aux gens est-ce que vous êtes raciste, effectivement, l'immense majorité des gens disent non. La question, au fond, masque une réalité plus subtile qui est celle d'un racisme culturel qui a pris le pas sur le racisme biologique pur et dur de jadis. Ce qu'on pouvait entendre il y a encore un demi-siècle ou au début du XXe siècle, on pouvait explicitement s'appuyer sur une théorie des races avec une hiérarchie raciale dans tous les cercles professionnels, universitaires, médicaux, etc. Cette forme de racisme-là est profondément délégitimée aujourd'hui. En revanche, il existe ce qu'on appelle un racisme culturel. C'est Colette Guillaumin qui disait qu'il y a un racisme sans race aujourd'hui. Ce racisme culturel, mou en quelque sorte, va expliquer que tel groupe humain a telle caractéristique culturelle, tel trait de caractère, tel défaut, tel vice de comportement dont il faudrait se méfier, etc. Il faut donc aller un peu plus loin et dépasser la question de nature morale qui suscite immédiatement une forme de levée de bouclier. Il n'y a que 16% de taux de vaccination à la Martinique. Pour moi, l'exemple d'un racisme culturel Miguel Chema. Le plus récent et le plus parlant, ça a été la vaccination contre le Covid en Martinique. Effectivement, c'est culturel. Il y a d'autres sources d'informations. Je ne vais pas revenir sur les vaudous, mais ça existe toujours dans ces territoires. Beaucoup de problèmes viennent de la culture et le rhum ne guérit pas tout. Au contraire, fait des pathologies supplémentaires, ne tue pas le virus. Et ce qui dépolitisait totalement la question de la Martinique et des Outre-mer en France, quand on sait ce qu'a été le chlordécone, qui est un pesticide utilisé pour la culture des bananeraies, qui était interdit en métropole mais autorisé et qui a engendré bon nombre de problèmes médicaux, notamment la prévalence de cancer de la prostate et de mortalité du cancer de la prostate au monde, c'est en Martinique, et en raison du chlordécone. Et en fait, toutes les questions coloniales, écologiques, médicales, qui pourraient expliquer la méfiance, avaient été totalement effacées pour avoir une argumentation raciale et raciste derrière le manque de vaccination des Martiniquais. Je pense qu'en plus d'être français, être soignant est aussi un obstacle pour appréhender les questions raciales. La santé, c'est vraiment un champ qui n'est pas perçu et qui ne se perçoit pas lui-même comme pouvant être raciste. Marguerite Cognier, une infirmière et sociologue blanche, explique que l'idée que se font les professionnels de santé de leur pratique du soin, c'est un engagement désintéressé, une éthique humaniste, des principes égalitaires et universalistes. Je confirme. Toutes ces belles valeurs sont souvent considérées par les soignants-soignantes comme suffisantes pour faire rempart contre le racisme. Mais c'est oublier l'histoire même de la médecine. La médecine joue un rôle absolument central, les sciences médicales. Pape Ndiaye, historien. En produisant des travaux qui vont culminer au XIXe siècle, qui est le siècle du racisme biologique, pur et dur, si je puis dire, des travaux sur la forme des crânes, la craniométrie, qui triomphait à l'époque, des sommités médicales participent de ce langage et de ce vocabulaire racial. Alors là, c'est vraiment la médecine qui s'empare de la question avec des arguments qui sont des arguments anatomiques, physiologiques, qui sont imparables, entre guillemets, et qui vont être repris d'ailleurs tels quels par les nazis. Aux États-Unis, l'esclavage, les esclaves servent un peu à tout. Et donc, dans le sud des États-Unis en particulier, il y a des médecins qui sont devenus ensuite des sommités médicales, ils sont dans les Hall of Fame de la médecine américaine, qui achetaient des esclaves pour pouvoir ensuite pratiquer et expérimenter. Je pense à Anarcha, Betsy et Lucie, 3 femmes noires, asservies, souffrant de fistules vésico-vaginales, c'est-à-dire d'une perte d'urine par le vagin. C'est une pathologie qui survient souvent après un accouchement difficile. Elles sont achetées par un médecin américain et retenues captives dans sa clinique, où elles lui servent de cobaye. Pas d'anesthésie pour elles. Il coud et recoud plus de 30 fois le vagin d'Anarcha, avant de parvenir à mettre au point une technique réparatrice, qu'il emploiera ensuite sur les femmes blanches sous anesthésie cette fois.
La statue de ce médecin, célébré comme l'un des pères fondateurs de la gynécologie moderne, a trôné jusqu'en 2018 dans Central Park. Elle a depuis été déboulonnée. Mais revenons en France. Si beaucoup de professionnels de santé parviennent à vivre dans l'innocence raciale, il y a tant de soignants et de soignantes qui se prennent le racisme de front. Le racisme actuellement dans les hôpitaux est très présent. Mariatou. Avec des blagues qui sont pas très sympathiques. Ou sinon, je cherche pas ton prénom parce que tu as un prénom, je pense que je vais pas le retenir, tu m'en voudras pas. Racisme quotidien. Philomena Essed, anthropologue, noire, spécialiste en études critiques sur la race et le genre, a mis ce racisme quotidien en lumière dans Understanding Everyday Racism. Il s'agit d'un racisme de familiarité, qui s'exprime de façon répétée et qui est banalisé. Ou sinon, vous avez aussi affaire à des collègues qui se permettent de vous dire « vous », c'est-à-dire vous, vous les Noirs, vous êtes comme ça, vous faites ceci, vous faites cela. En fait, elle ne vous aidait pas pour faire les lits, mais quand c'était des Européennes comme elle, elle les aidait pour faire les lits. Elle disait, de toute façon, c'est ton métier, je te demande tout ce que je veux et t'es prié de le faire. Mais quand c'était des Européens, c'est quand t'as le temps, t'inquiète pas. Micro-agressions. Toutes ces micro-agressions, pour employer cet autre concept du psychiatre blanc Chester Pierce, deviennent jour après jour un véritable supplice de la goutte d'eau. Le vécu d'élèves aides-soignantes noires, semblant isolées au sein de leur IFSI, a été étudié par la psychothérapeute blanche Lise Guignard. Voici, résumé en quelques phrases concentrées, le ressenti qu'elle a recueilli lors de groupes de parole. Nous sommes la plupart du temps considérés comme des noirs avant d'être considérés comme des personnes. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous ne transformons pas l'idée selon laquelle les personnes à la peau foncée seraient dans leur ensemble des personnes de seconde catégorie. Nos revendications ne sont pas reçues et nous risquons toujours de passer pour des faiseuses d'histoire, des paranos. Dans le meilleur des cas, nous réussissons à nous hisser lors de la catégorie péjorée des Noirs, mais avec un statut d'exception. La généralisation ne s'inverse pas. Si nous nous montrons précises et empressées, c'est simplement le signe que nous serions différentes des autres Noirs. Pour les lieux de stage, alors quand vous appelez, vous avez la voix d'une Européenne, malheureusement, et quand vous venez, ah d'accord, ok, on va vous rappeler plus tard, et on ne vous prend pas. Discrimination raciste à l'embauche. Alors quand je vous dis qu'il y a des collègues qui sont racistes, elles sont vraiment racistes. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait une collègue, une infirmière. Elle disait « Oh là là, ils nous font chier ceux-là avec leurs coutumes et tout ça, on écrit même en arabe, ils comprennent rien, ils sont comme ça. » Racisme culturel explicite. Et les Noirs, oh là là, c'est toujours les mêmes, laisse tomber, ils sentent mauvais, ils sont pas propres. Racisme naturalisant explicite. Au fur et à mesure du temps, vous voyez, c'est des combats inutiles, mais c'est vrai que ça fait mal, ça peine. À force de trop laisser, c'est pas bon, même pour nous qui travaillons, parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir ce genre de propos. Même si c'est entre nous, elle n'a pas le droit d'avoir ce genre de propos. Quand on vous dit que vous êtes enfant d'esclaves, que vous êtes des moins que rien. Racisme suprémaciste blanc explicite. Elle a commencé à s'exprimer comme ça et je lui ai donné d'eau. Le lendemain matin, je suis retournée au travail parce que c'est des habitudes, malheureusement, parce que vos parents vous forment à ça. Tu seras confronté à ça. Mais laisse tomber, c'est pas grave, tu vaux plus que ça. Alors, dans votre tête, c'est je vaux plus que ça. Donc moi, comme une imbécile, je suis retournée au travail parce que je me suis dit, une fois de plus, ça me fait ni chaud ni froid. Et c'est vrai que je dormais mal, je ne veux pas dire que je dormais bien, je dormais mal, ça m'a fait un film dans la tête. Et me dire, en fait, c'est pas normal, je ne vais pas accepter, c'est pas tolérable. Le racisme n'est pas tolérable. Et d'ailleurs, il n'est pas toléré, ni par le corps, ni par l'esprit. La santé physique est mise à mal par le stress racial, qui a sur le long terme des effets biologiques. On parle alors de charge allostatique, c'est-à-dire d'une usure du corps et de sa physiologie. Cette charge allostatique est associée à la survenue de pathologies cardiovasculaires, inflammatoires et métaboliques chroniques. La santé mentale est elle aussi éprouvée par les microagressions, les injustices et les discriminations. Ces dernières sont reconnues par l'OMS comme des facteurs environnementaux délétères.
L'accumulation d'expériences négatives liées au racisme peut créer du trauma racial, un effet mis au jour par le psychologue et professeur noir Robert T. Carter, professeur de psychologie aux États-Unis. Je m'appelle Michel Ange, j'ai 23 ans et je suis en 6e année de médecine. Et l'histoire que je voulais vous raconter s'est déroulée il y a presque un an, dans une maternité d'Île-de-France, où je commençais ma semaine en grossesse à haut risque et j'ouvrais un dossier d'une patiente qui commençait par patiente de 35 ans, 6 grossesses pour 4 enfants, une mort fétale à 36 semaines de grossesse sur accident de la voie publique et la grossesse actuelle. Elle disait qu'elle était en France depuis seulement 5 jours et qu'elle était originaire de Côte d'Ivoire et qu'elle avait voyagé il y a 2 ans en laissant ses jumeaux en Côte d'Ivoire et qu'elle était partie avec ses 2 filles et qu'elle avait qu'elle était restée pendant plus de 2 ans en Libye et que là, elle venait d'arriver seulement avec sa fille la plus jeune parce qu'elle avait perdu son aîné de 18 ans en Libye. Elle était enceinte là à 35 semaines, donc elle était tombée enceinte en Libye. Du coup là, elle était au 3e jour d'hospitalisation pour une prééclampsie. Moi, quand je vois tout ça, je me dis oula, c'est horrible comme histoire. Elle doit être dans un état terrible. Enfin, ça faisait déjà tellement de violence d'un coup que genre je savais pas trop comment réagir et je me rappelle avoir procrastiné pendant des dizaines et des dizaines de minutes parce que j'avais peur en fait d'aller la voir, de l'aborder et je savais pas comment je devais me comporter devant elle, je savais pas comment je devais lui parler et je redoutais énormément ce moment. Quand je me suis enfin décidée à aller la voir pour me présenter et l'examiner, contrairement à ce que je m'imaginais, je suis tombée en face d'une patiente super souriante, qui disait oui à tout, qui avait l'air hyper intéressée par tout. Et je me suis tout de suite dit, elle doit être dans une forme de déni, ça doit être une histoire de stress post-traumatique ou je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais énormément de peine pour cette patiente qui m'avait l'air très vulnérable et qui l'était sûrement. Et je me suis du coup très très vite attachée à elle. Je me suis aussi rendu compte très rapidement que cette patiente, elle était traitée d'une manière très différente de toutes les autres, mais que en plus, ce traitement différent, il était homogène au sein de toute l'équipe qui s'occupait de la patiente, puisque c'était autant l'infirmière qui était en charge d'elle, que le sage-femme qui était là cette semaine, que l'obstétricienne qui était là sur ces quelques jours. De tout le monde, c'était énormément de culpabilisation et de reproches. Elle était montrée comme coupable de tous ses problèmes de santé, avec des remarques sans cesse du type « elle s'en fout, elle fait aucun effort, elle comprend rien » et énormément de stigmatisation de la situation sociale, de type c'est à croire qu'elle fait exprès pour pouvoir rester ici, c'est pas un hôtel, on va pas la garder éternellement. Elle passe toute la journée dans son lit, elle allume jamais la lumière, quand on rentre, les volets sont toujours fermés, elle prend même pas son petit déjeuner, donc on peut même pas lui prendre ses glycémies, elle fait aucun effort pour comprendre comment ça marche, les cycles de tension, les cycles de glycémie, on dirait qu'elle s'en fout. Mais en fait, ce qui m'a choquée, c'est que c'était pas la seule femme noire du service, et c'était pas la seule femme immigrée, c'était loin d'être la seule femme qui dépendait du 15 pour se loger, qu'on recevait dans ce service-là. Sur ces mêmes semaines, en plus, il y avait sa voisine qui avait exactement la même maladie, qui était aussi d'origine subsaharienne et qui était traitée comme une petite princesse. Enfin, les gens s'occupaient d'elle, on lui parlait doucement, gentiment, pour qu'elle comprenne. Et je comprenais pas pourquoi celle-là, il y avait autant de différences de traitement. Le jour qui m'a le plus marqué, et je pense que c'est à cause de ce jour-là que je m'en rappelle encore aujourd'hui, on avait eu un cours avec l'obstétricienne. Et durant son cours, elle nous avait dit que la première cause de mortalité chez la femme enceinte et dans le postpartum, malgré toutes les complications qui peuvent exister durant une grossesse, au final, c'était le suicide. Soit par dépression, soit à cause de tous les problèmes psychiques qui peuvent se déclarer ou se décompenser à cause de la grossesse et dans le postpartum. Plus tard dans la matinée, après ce cours, après avoir entendu encore des remarques sur la patiente, j'avais fait la réflexion à cette même obstétricienne en disant mais en fait, cette patiente, je pense qu'elle est juste déprimée. Vu son contexte, vu l'histoire, il y a quand même de quoi être déprimée. Et ce qui m'a choquée, c'est que mon diagnostic, il avait été refusé, mais catégoriquement, parce que pour tout le monde,
C'était pas possible qu'elle soit déprimée. Elle était tellement souriante et tellement heureuse d'être là. C'était forcément que pour elle, c'était le paradis ici parce qu'elle avait un lit et que tout était gratuit, qu'elle mangeait tous les jours à sa faim et que voilà, c'est tellement mieux d'être là que dans la rue qu'en fait, elle veut juste rester. Pour moi, le diagnostic était clair. On aurait exposé exactement la même situation à n'importe qui n'aurait jamais vu la patiente et qui aurait juste entendu « ne sors pas de son lit, n'ouvre pas les volets, ne mange pas, ne s'intéresse pas à sa maladie, ne s'intéresse à rien », tout le monde aurait dit que c'était une dépression. Mais cette patiente, c'est comme si elle n'avait même pas le droit d'être malade. Je peux pas m'empêcher de penser que exactement la même situation, si on avait juste pris une patiente blanche SDF enceinte avec la même histoire, plus ou moins, parce que pas forcément possible d'avoir la même histoire sans être noire, est-ce qu'on lui aurait refusé le diagnostic de dépression ? Moi, je reste intimement convaincue que non. Ce qui m'a rendu le plus triste, c'est que, en fait, cette patiente, je pense que si elle était aussi souriante et si elle disait autant oui à tout, même si au fond, elle ne faisait pas ce qu'on lui demandait, c'est qu'elle essayait juste d'être polie. Finalement, elle était surtout dans un pays qu'elle connaissait pas, avec des règles qu'elle connaissait pas, et elle essayait de se montrer sous son meilleur jour, mais ça voulait pas forcément dire qu'elle allait bien. Et cette histoire m'a personnellement touchée, parce qu'en plus du fait que c'était extrêmement violent, moi pour le contexte, je suis quand même une femme noire, en plus une femme noire immigrée, et donc je me reconnaissais forcément dans cette patiente, et du coup je me sentais carrément plus en sécurité, alors que quand on est dans une équipe soignante et qu'on discute entre soignants, on fait quand même partie d'une communauté où c'est censé être agréable pour nous de travailler. Et là, je me sentais plus à ma place dans ma communauté, je me sentais même pas en sécurité et je me sentais invisibilisée parce que c'est des remarques qui étaient dites devant moi, alors que clairement j'étais concernée par ces réflexions. Et je sais pas, il y avait une faille qui s'était ouverte et tout le monde s'est engouffré dedans sans réfléchir et c'était devenu hyper violent. Depuis, à chaque fois, je me demande, mais en fait, est-ce que c'est comme ça que sont traités les membres de ma famille quand ils vont à l'hôpital ? Est-ce que moi, je me casse autant la tête à faire de ce monde du soin un monde agréable pour qu'au final, ma propre famille soit traitée comme ça en retour ? Enfin, c'était pas facile comme semaine. Le désarroi de Michel-Ange, quand elle constate la différence de traitement entre cette patiente et sa voisine de chambre, attire notre attention sur la complexité des situations d'injustice à l'hôpital. Dans son essai « Sociologie du racisme », la chercheuse blanche Véronique de Ruder remarque que la dimension raciale des relations sociales est rarement évidente. Elle donne l'exemple du conflit de voisinage. S'il peut se nouer entre des familles identifiées différemment racialement, il reste quand même d'abord un conflit de voisinage. L'inscription du racisme dans le conflit est une hypothèse qu'il faut démontrer. Ces difficultés d'interprétation, ce besoin d'étiquetage du racisme implicite, renforcent peut-être d'autant plus la charge raciale de Michel-Ange. Cette charge raciale, pour reprendre les mots de l'universitaire noir Maboula Soumaoro, c'est cette tâche épuisante d'expliquer, de traduire, de rendre intelligibles les situations racistes. Car il est difficile et obsédant d'essayer d'étiqueter ce qui est raciste ou pas. Le plus souvent, le racisme est subtil, insidieux. On peut simplement en noter des symptômes, des indicateurs. Pour mieux comprendre la maltraitance de la patiente de Michel-Ange, l'intersectionnalité peut être une clé précieuse. C'est la féministe et juriste noire Kimberlé Crenshaw qui a posé ce mot en 1989. Mais on trouve déjà le concept dans le travail du sociologue noir W.E.B. Du Bois en 1899. Il constatait alors que l'oppression raciale est façonnée par le genre. Il observait qu'à Philadelphie, la santé des hommes noirs, travaillant sur des chantiers, logés dans des conditions insalubres, était plus dégradée que celle des femmes noires, employées comme domestiques, avec un accès à un certain confort et à des repas réguliers. Peut-être qu'on peut comprendre le traitement injuste qu'a vécu la patiente de Michel-Ange comme étant à l'intersection de ces conditions noires, précaires et migrantes. La condition noire peut aussi être façonnée par la minorisation sexuelle et l'hétéronormativité, comme l'explique Miguel Chema. Il évoque la thèse d'un médecin travaillant au 190, un centre de santé sexuelle expert en santé gay et LGBTQIA+. Thibaut Jedrowski,
qui est un médecin généraliste, qui montrait que Miguel Chema. Tous les patients sont d'abord perçus comme hétérosexuels, mais c'est d'autant plus vrai pour les femmes et les hommes noirs, entendu que la bestialité qui leur est attribuée est en totale opposition avec les faux hommes que seraient les minoritaires sexuels masculins. Et donc, par exemple, on leur donne moins accès au vaccin contre l'HPV, qui touche aussi les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. C'est important que les médecins généralistes comprennent ces questions et les abordent. Ils le font pas pour tous les gays, les lesbiennes, les personnes trans et bi, mais c'est encore moins le cas pour les patients noirs qui sont perçus encore plus hétérosexuels que le reste de la population. Et bien sûr, la condition noire peut être façonnée par le genre. Ça n'a pas changé depuis les travaux de W.E.B. Du Bois. Cette intersection du racisme et du sexisme a d'ailleurs été objectivée pour la première fois en France dans la médecine d'urgence par une étude récente, publiée dans la revue internationale European Journal of Emergency Medicine. Xavier Beaubia, donc je suis professeur de médecine d'urgence à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes et au CHU de Montpellier où je suis chef de service du service de médecine d'urgence. Le principe du travail de recherche qu'on a fait, c'est de se poser la question si les discriminations envers le genre et l'apparence ethnique avaient un impact sur l'évaluation de la gravité. Comme on voulait le faire sur un grand nombre de personnes, on l'a fait par ce qu'on appelle des cas cliniques, c'est-à-dire en décrivant un cas qui était tout le temps le même, et on a demandé à 1500 soignants d'évaluer la gravité de ce cas. Le cas clinique, c'est un cas clinique de quelqu'un de 50 ans qui se présente aux urgences parce qu'il a une douleur thoracique. Les caractéristiques de la douleur thoracique, comme les paramètres, c'est-à-dire sa pression artérielle, sa fréquence cardiaque, sa saturation, l'histoire de la douleur, tout est fait pour que ce soit ni quelque chose de typiquement grave, ni quelque chose de typiquement bénin. En fait, la problématique de la douleur thoracique nous a paru intéressante parce que le fait de faire évaluer le niveau de gravité sur un cas clinique d'un symptôme qui peut être rien du tout en termes de gravité, je parle, ou qui peut être quelque chose de gravissime, c'est ça qui nous paraissait intéressant pour pouvoir avoir une grande amplitude dans les réponses en termes de niveau de gravité. Et en fait, les soignants avaient tous assorti au même cas une photo différente. Certains avaient une photo d'hommes, d'autres de femmes, et d'apparence ethnique blanche, noire, nord-africaine ou asiatique. Et en fait, ce qu'on a voulu évaluer, c'est pour le même cas clinique, est-ce que l'évaluation de la gravité par ces soignants était différente en fonction de l'image qui y était associée. Et donc, les résultats de l'étude montrent que quand vous associez une image de femme, le cas clinique est jugé moins grave que quand on y associe une image d'homme. Et quand on y associe une image de personne d'apparence ethnique noire, le cas clinique est aussi jugé moins grave. Et si on associe les deux, la femme noire était de loin, le cas clinique évaluait le moins grave par rapport à tous les autres. On a fait exprès de prendre un sujet sur lequel il était montré que l'apparence ethnique n'était pas ce qu'on appelle un facteur de risque. C'est-à-dire que le cas clinique, le fait que vous apparteniez à une population ou une autre, normalement, vous n'avez pas un niveau de gravité qui est différent. Après, il y a un problème d'expression qui est considéré comme ethnique ou en tout cas sur une origine. Et en fait, il y a une tendance à sous-estimer, par exemple, le niveau de douleur de certaines populations, parce qu'on considère que comme elles sont très expressives, elles vont avoir tendance à surestimer leur niveau de douleur par rapport à ce qu'elles ressentent par rapport à la population qui est ma population de référence à moi. Cette mauvaise évaluation, elle n'est pas ciblée sur la même population en fonction de là où on vient. C'est-à-dire que nous, en France, on parle beaucoup de syndrome méditerranéen et on l'applique beaucoup à des gens de type nord-africain, par exemple. Il y a un certain nombre d'années, les Suisses ont décrit le syndrome transalpin comme le fait que les Italiens s'exprimaient très fort en termes de douleur et du coup avaient tendance, pareil, à sous-estimer les plaintes dues à ce biais de communication, en fait. Quelqu'un qui se plaint et qui a mal, et notamment un soignant dans l'échec, c'est souvent dans ce cas-là. C'est un soignant qui n'arrive pas à calmer un patient et qui du coup va mettre cet échec sur le dos
du syndrome méditerranéen, c'est un bon moyen de se dédouaner de nos difficultés de prise en charge, en disant que c'est parce que la personne, parce qu'elle surexprime sa douleur, qu'on est dans l'échec thérapeutique. Donc ça, c'est un constat de terrain qu'il est difficile de ne pas faire parce que c'est très courant. Et le terme même de syndrome méditerranéen n'est pas caché par beaucoup de soignants. Il est utilisé dans les réunions de relève, de staff, quand on parle des malades, en disant voilà, il a tel âge, il a fait ça, etc. Il est très douloureux, mais je pense qu'il y a une part de syndrome méditerranéen. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé de façon courante pour exprimer quelque chose qui clairement est un propos qui est discriminatoire. S'il y a bien quelque chose qui n'a jamais été objectivé par une étude, c'est ce fichu syndrome méditerranéen. Mais alors, d'où vient cette notion, tout sauf scientifique ? Je m'appelle Myriam Dergam, je suis récemment devenue docteure en médecine générale. À côté de ça, je travaille sur une thèse en sciences sociales sur les discriminations en santé. Alors le syndrome méditerranéen, c'est un nom un peu trompeur parce que ça a l'air d'être un syndrome médical. Et en fait, le syndrome méditerranéen est défini implicitement. Alors aujourd'hui, on va penser que certaines personnes issues du pourtour méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique noire, des pays de l'Est, expriment de façon excessive leur douleur et donc qu'il faut donner moins suite à leurs plaintes. Alors, on s'est demandé d'où ça vient. On a cherché dans les archives des magazines hospitaliers, notamment dans le service de médecine interne, et on a découvert que dans les années 1900, il y avait la sinistrose qui a été mise en avant, qui définissait ça comme une inhibition très spéciale de la bonne volonté des accidentés du travail à retourner au travail. Historiquement, les années 50 ont connu une grande immigration de travail, et c'est là qu'on a vu un décalage sémantique du syndrome, cette sinistrose qui touchait tout le monde, ou du moins toutes les classes ouvrières, à cette sinistrose qui touchait les accidentés du travail issus de l'immigration post-Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'était surtout les immigrés Portugal, Italie et Maghreb. Cela n'atteint plus que les patients d'une certaine origine géographique. La suite de l'histoire, c'est que la notion d'accidenté du travail disparaît peu à peu et la simulation culturelle devient un véritable diagnostic avec un vrai impact sur les pratiques de soins. Je pense aux travaux de Martine Cognet qui montraient que la mise en place de la contention Miguel Schéma était différente selon si les patients sont noirs ou non. Et les patients noirs étant de manière disproportionnée mis sous contention. Ce qui fait qu'en fait, ils sont perçus comme d'autant plus dangereux. Une des caractéristiques du racisme anti-noir, c'est qu'il a été d'abord structuré, fondé sur une exploitation. L'esclavage existe depuis l'Antiquité, mais dans l'Antiquité, on trouvait, et jusqu'au XVe siècle, on trouvait des esclaves de toutes les couleurs, si je puis dire. À partir du XVIe siècle, l'esclavage devient un esclavage noir, dans l'immense majorité des cas. Donc l'esclavage se trouve racialisé et appuyé sur des théories en expliquant que c'est une bonne chose, y compris pour les esclaves eux-mêmes, qui ont des caractéristiques physiques qui les rendent aptes au travail. De cette situation persistent jusqu'à aujourd'hui des stéréotypes associés au travail, à la douleur, à l'effort, au travail physique, par opposition bien sûr au travail intellectuel qui semble hors de portée pour ces populations-là. On avait besoin, compte tenu du niveau de violence que représente l'esclavage en particulier, ou même la colonisation en général, on avait besoin de justifications très fortes pour que les participants participent de cet effort général. Et donc, toutes les sciences se sont mises au service de cela à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Les sciences médicales, les sciences anthropologiques, le terme n'existait pas, et d'autres ont justifié l'existence des races parce qu'il fallait pouvoir justifier l'injustifiable, la déportation de millions d'hommes et de femmes à travers l'Atlantique, par exemple, et puis les massacres. On a plutôt affaire aux Amériques à un racisme d'extermination. Après les premières tentatives ratées de réduction d'esclavage. Très dur de réduire en esclavage les gens sur leur propre terre. Un esclavage suppose généralement un déplacement très important pour que la personne réduite en esclavage n'ait aucun moyen de s'échapper. Sinon les gens, la nuit, s'enfuient
et dans une région dont ils sont familiers. Donc on a affaire à des formes de racisme d'exploitation qui se moque de la vie mais veut extraire la force de travail la plus importante possible. Le racisme anti-noir a une dimension donc liée au travail, aussi une dimension de condescendance, de mépris. C'est un racisme qui regarde de haut. Dans le monde de l'hôpital et au-delà des soignants, il y a des stéréotypes qui pèsent sur les personnes noires ou sur leur capacité à comprendre les ordonnances du médecin. Les personnes noires ont fait souvent d'ailleurs des expériences relatives par exemple à un médecin qui va leur parler très lentement, en articulant et en choisissant les mots les plus simples possibles, comme si le patient avait du mal à comprendre, ne parlait pas français alors que la personne est peut-être née en France et parle français de façon tout à fait ordinaire. Bref, il y a d'autres formes de racisme qui sont un peu différentes. L'antisémitisme, par exemple, a une dimension qui considère au contraire que les Juifs sont puissants, sont riches, et donc c'est un racisme d'extermination d'ailleurs, un racisme de jalousie. Le racisme anti-noir est très différent. Dans leur article sur le syndrome méditerranéen, Myriam Dergam et Rodolphe Charles ne disent pas que l'expression de la douleur n'est pas culturelle. Ils expliquent qu'au contraire, elle l'est forcément, chez tout le monde. Je cite leur article. Quelques maigres sensations alerteront l'hypocondriaque. Des douleurs, des coliques laisseront des patients autistes ou psychotiques silencieux. Des traits de caractère affecteront le discours des timides, volubiles, angoissés, pessimistes ou colériques. Aucune biologie, aucun examen complémentaire, aucune IRM ne pourra jamais mettre en évidence la douleur morale des patients fibromyalgiques. Un ethnologue va vous dire qu'il y a une telle expression de la douleur à un tel endroit donné pendant une telle période. Myriam Dergam, médecin. Mais là, regrouper quand même tout le pourtour méditerranéen, l'Afrique, les pays de l'Est, c'est un peu gros. On arrive tous avec notre bagage socioculturel et c'est pas parce qu'on enfile une blouse qu'on arrive à le laisser de côté. Mais par contre, si on nous explique les choses, si on nous l'enseigne correctement, on peut y arriver. Des fois, les étudiants me disent « on va pas se flageller parce que nous, on est blanc et qu'on réussit ». Je dis « non, c'est pas la question. La question, c'est comment on peut mieux faire vis-à-vis des patients et ne pas projeter nos opinions, nos récalcitrances, nos peurs, nos clichés sur les patients ». Et c'est important, cette histoire de projection sur les patients, parce que finalement, ce cliché, qu'est-ce qu'il veut dire du patient, mais qu'est-ce qu'il veut dire de nous ? Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'un patient, il a mal et qu'il faut l'écouter. Moi, je suis en 6e année de médecine et lorsque j'étais en 2e année, Camille Raka. J'ai fait un stage dans un service d'aval des urgences et c'est dans le cadre de la drépanocytose, une maladie qui entraîne des douleurs atroces parce qu'elle entraîne en gros l'éclatement des globules rouges dans les vaisseaux. J'ai un enfant qui est drépano. Mariatou. Ça fait comme si c'était des personnes qui étaient assez impotentes, qui ont des douleurs qui sont atroces. À l'hôpital, quand j'étais à Créteil, ils redemandaient à mon fils s'il avait des vraies douleurs. C'est parce qu'il est noir, alors il pense qu'il exagère sur ses douleurs. On avait un patient qui était hospitalisé pour ça, pour une crise aiguë, une CVO. Je vais le voir, je lui demande comment il va. Il me dit qu'il a froid. Or, le froid aggrave les douleurs chez les drépanocytaires en général, peut déclencher des crises. Donc, il a froid et qu'il a toujours mal et qu'il voudrait donc d'autres antalgiques. Il devait avoir 8 ans ou 9 ans. On était partis aux urgences. Quand il est rentré dans le box des chocs, ils ont dit ta douleur, dis-nous ta douleur. Il a dit franchement, j'ai 10. Ils l'ont regardé, ils ont dit t'as pas l'air d'avoir 10. Je vais voir l'infirmière qui était là parce que c'était un stage de nuit et je lui explique. Et en fait, elle m'envoie littéralement bouler. Elle me reproche d'être trop gentille, du fait que il faut pas écouter les patients comme ça, que de toute façon, il est simplement addict aux antalgiques et que s'il était dans son pays, il se plaindrait pas. Voilà, que dans son pays, il aurait pas accès à tout ça et que là, il profite. Elle n'est pas allée le voir, elle l'a pas mis d'antalgique, il n'y avait pas d'autres soignants dans le service, c'était clairement inadmissible. Et quand il a commencé sa crise, c'est-à-dire à avoir mal partout, ils ont commencé à être effrayés parce qu'ils ne pouvaient plus le gérer, parce qu'il avait extrêmement mal. Et elles m'ont dit, purée, on ne pensait pas. Ouais, mais quand on te parle une fois, il faut écouter. Quand il te dit il a 10, tu es soignant. Tu es censé soigner la personne quand il a 10.
Vous êtes au SAMU Centre 15 de Seine-et-Marne. Nous vous informons que les communications sont enregistrées. Le SAMU de Seine-et-Marne, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis madame Gabrielle. Oui. Je vais pas bien. Marie-Laure François, mais mon petit nom, et tout le monde m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite, c'est Laura. Donc Laura François. Donc je suis doctorante en histoire contemporaine à la Sorbonne. Donc maman qui a déjà eu un long parcours de soins assez chaotique, donc alors que ça faisait plusieurs semaines qu'elle avait des douleurs thoraciques et que voilà, personne savait ce qu'elle avait, sentant que les choses s'aggravaient, elle a pris l'initiative donc d'aller aux urgences. Elle est prise en charge. Elle rentre aux urgences jeudi 20 vers 16h-17h et je reçois un SMS de ma mère à 4h10 du matin qui me dit on m'a laissé sortir. Le médecin la renvoie chez elle, le cardiologue. Donc du coup, elle est allée se coucher, du moins elle a essayé de dormir. Elle a jamais réussi à dormir et à 7h20, j'entends un peu d'agitation en bas, donc je descends, j'entends ma mère qui est au téléphone avec quelqu'un. Je suis rentrée chez moi. Dès que je suis sortie de l'hôpital, ça a recommencé. J'ai été douleur, les douleurs plus fortes. D'accord, bon, alors madame. Oui. Ok, on va se calmer. Vous êtes sur quelle commune? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Je suis un des médecins du SAMU. On m'a expliqué un petit peu, donc vous êtes allé aux urgences de l'hôpital de Meaux hier. Oui. Pour les mêmes motifs qui vous font appeler ce matin. Pour les mêmes symptômes. D'accord. Oui, mais là ça s'accentue. Ouais. Et comme je disais, que le 30, que le 16, vous avez Oui, mais ça j'ai vu. Qu'est-ce qu'on vous donne comme médicament? J'ai un médicament pour le cœur, oui. Ouais. Pour la tension. Oui. Et un anticoagulant. Pardon? Oui, anticoagulant. C'est quoi l'anticoagulant? Attendez. Anticoagulant. Voilà, je suis très bien. Anticoagulant. Attendez, c'est peut-être là-haut, c'est pas ça. Alors j'ai anticoagulant. Libril, c'est pas ça? Madame, il faut vous calmer. Vous n'avez pas 36 000 médicaments à prendre. Je suis calme. Et vous ne savez pas ce que vous prenez comme médicament. Et alors là, vous nous rappelez, c'est quoi votre intention dans votre tête? Voilà, je finis, c'est là qu'ils sont là. Ils sont pour le cœur, c'est là qu'ils sont. Voilà, j'ai trouvé madame. Alors, madame, on ne va pas faire ce que vous voulez. Et Ellie. Oui, Ellie qui? Oui, mais je suis sortie là, il n'a rien voulu. Ils n'ont pas voulu me garder hier. Ellie qui? Oui. Et puis, ils n'ont pas voulu me garder parce que. Attendez. Parce que, vous savez, c'est. Donc, madame, arrêtez. Donc, je vais vous renvoyer. Moi, je peux vous renvoyer une ambulance, mais je vous ramène aux urgences de Meaux. Je vous entends plus. Si vous parlez pas dans le téléphone, on peut pas s'entendre. Ah là là. Je vous disais, la première fois, j'étais à Meaux. Oui. Et Meaux m'a dirigé directement à Jossigny. Et à Meaux, vous avez été hospitalisé? Pourquoi je sais pas le dossier? Bon, je vous entends pas. Oui. Mais putain, mais parlez dans le téléphone. Oui, j'ai été hospitalisée. J'ai entendu une bribe de conversation et je l'ai entendu dire attendez de façon très essoufflée. Donc ça correspondait à la fin de la conversation avec le médecin du SAMU. Donc elle raccroche. Je lui dis maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit j'étais au téléphone avec le médecin du SAMU. Ça va pas. Une ambulance va arriver. Ça va pas. D'après l'historique du SAMU que Mediapart s'est procuré, l'appel de Yolande Gabriel a été classé P2 par le médecin. P2, c'est l'avant-dernier niveau sur l'échelle des priorités qui indique que la demande peut être mise en attente sans risque pour le patient. Le médecin écrit sur son rapport que Yolande Gabriel larmoie. Il lui envoie une ambulance, mais c'est une ambulance privée, incapable de gérer un arrêt respiratoire, et forcément beaucoup moins rapide qu'une équipe du SMUR.
et elle finit par s'effondrer sur le sol de la cuisine. Donc là, elle est encore consciente, mais on sent que la vie est en train de la quitter, quoi. Elle dit qu'elle a froid, elle dit qu'elle a chaud, elle a le teint cireux, elle est très froide. Voilà, je commence à m'interroger. À un moment, j'ai cru que maman s'était endormie. Et en fait, non, rapidement, je me suis dit, ah non, en fait, elle respire plus, la respiration est intermittente. J'ai demandé à ma sœur de vérifier. Et c'est là que j'ai pris la décision de rappeler le SAMU. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour madame. Excusez-moi, ma mère a appelé le SAMU il y a environ 3/4 d'heure et normalement on devait lui amener un véhicule et c'était juste pour savoir s'ils sont bien en route parce que là... Alors vous nous avez appelé de quelle commune? Pardon. Alors il y a des ambulances, elles devraient pas tarder. D'accord, parce que là j'ai l'impression que, son thorax ne se soulève pas, elle s'est écroulée dans la cuisine et voilà, c'était pour savoir s'ils étaient bientôt là, quoi. Si je dois commencer un massage cardiaque, je sais pas quoi faire. Pourquoi? Là, elle respire? Christine, elle respire ou pas? Ma sœur, on sent pas son souffle et on voit pas son thorax se soulever, en fait. Alors, ne quittez pas, je vais vous repasser le médecin. D'accord. Ne quittez pas. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est le médecin du SAMU au téléphone, docteur. Oui. Je vous ai envoyé des secours plus rapides. On va vous envoyer également une équipe médicale et vous allez commencer le massage cardiaque, madame. Oui, on l'a déjà commencé. Très bien. Oui. Elle a livré son dernier soupir. Voilà, il y a eu les râles agoniques et toute la scène, s'est passée sur le sol de la cuisine. Et au final, donc l'ambulance privée n'est arrivée qu'à 8h40. Donc tout à fait tranquillement, ils ont pris le temps de se garer de l'autre côté de la cour commune et tout. Voilà, les pauvres, ils savaient pas, on leur a pas dit que la dame chez qui ils se rendaient avait fait un arrêt. Et le SMUR et les pompiers ne sont arrivés à la maison qu'à 9h02. En sachant qu'avec nos massages, ceux de l'ambulance privée et ceux du SMUR, ils ont massé en tout 1h41. Alors qu'on sait que normalement, en 30 minutes, c'est plié. Mais nous, on pense que l'affaire Naomi Moussanga était déjà en tête. Et en plus, ils nous ont vus, ils ont dit, ce sont des Noirs. La dame a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je pense qu'ils se sont vraiment battus, acharnés pour essayer de rattraper l'erreur de leurs collègues. Le médecin qui a présidé à la réanimation de maman nous a dit qu'il comprenait absolument pas ce qui s'était passé. Il était dans un flou absolument complet quant aux causes de la mort de maman, mais il a décidé de ne pas faire d'autopsie. Donc pour nous, c'est une façon pour le SAMU d'avoir cherché à dissimuler, à enterrer une partie des preuves avec le cadavre de maman au plus vite. Et tout de suite, très 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 rapidement, vraiment dans la journée même, j'ai pensé Naomi Moussanga. Ma sœur, elle est convaincue qu'il y a du racisme. Elle est convaincue et elle est pas dans l'alliance comme moi parce que je veux surtout pas que le drame de maman soit le porte-étendard d'un combat raciste, les méchants blancs, les gentils noirs, pas du tout. Il y a des blancs qui sont victimes de fautes médicales, mais on a tous des préjugés, il faut le reconnaître, on vit pas dans le monde des bisounours. La donnée préjugée raciste a peut-être interféré pour la prise en charge de ce médecin, donc le médecin, le régulateur du SAMU, étant donné que maman, elle donne des signes absolument objectifs et clairs qui indiquent qu'elle est en train de faire un infarctus, et il n'en prend pas compte. Donc pour nous, on se dit, ma sœur et moi, soit c'est un incompétent, ou soit il y a une dimension de préjugés qui fait qu'il n'a pas voulu mesurer le sérieux de la situation et s'est dit cette femme-là elle a un accent antillais donc voilà syndrome méditerranéen, elle doit exagérer sa douleur, en plus on l'a fait sortir à 3h30 du matin donc voilà, ça doit être un caprice, elle s'ennuie chez elle veut qu'on s'occupe d'elle donc voilà, il y avait cette composante syndrome méditerranéen, mais il y a aussi la composante aussi misogyne peut-être, à savoir comme c'est une femme, donc les femmes ce sont des chochottes, elles se plaignent pour rien, voilà, elles exagèrent, donc voilà. On a eu au mois de octobre une audition dans le cadre de la CCI, donc la CCI, donc Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Donc, ce que j'ai pu remarquer au cours de l'audition, c'est qu'il n'y avait que des hommes, donc que des médecins hommes, blancs,
d'un certain âge. Et limite, ma sœur et moi, on était les deux petites noires, les deux petites antillaises. Et c'était deux médecins, enfin surtout l'un qui était extrêmement désagréable, qui coupait la parole, même à l'une de nos avocates qui était là. On a senti qu'il y avait une vieille mentalité, une ancienne mentalité. Le ton est inapproprié, mais ça va. C'est ce qu'on nous dit. Hein. On reçoit des centaines d'appels par jour, donc c'est normal qu'il y ait de l'agacement. C'est normal. C'est normal qu'on parle comme ça. Et puis de toute façon, si on parle mal, c'est pas de notre faute. C'est la faute à Macron qui a réduit tous les crédits. Donc on est dans une sorte de dilution de la responsabilité. Si on fait des fautes, si on fait des erreurs, c'est pas de notre faute. C'est plus haut. Enfin non quoi. Je me dis, il y a une sorte de pour paraphraser Hannah Arendt, une sorte de banalité du mal. C'est normal. Je veux dire, Macron n'a jamais dit à un médecin de dire putain à une patiente qui est en train de mourir. L'avis définitif de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a reconnu le 6 avril dernier que le médecin régulateur du SAMU avec qui Yolande Gabriel a parlé au téléphone n'avait pas agi dans les règles de l'art, ni dans sa façon de s'adresser à elle, ni dans les moyens employés, en envoyant une ambulance privée. Côté judiciaire, une instruction a été ouverte en juin 2022. Laura François et sa sœur ont été entendues le 2 avril dernier et une expertise médico-judiciaire a été diligentée. Nous avons essayé de joindre le médecin régulateur et ses avocats, sans succès. Mais contacté par Mediapart en 2022, le directeur du SAMU de Seine-et-Marne avait catégoriquement démenti tout racisme dans la prise en charge. Selon lui, s'il y avait eu le moindre racisme, le médecin n'aurait pas passé autant de temps au téléphone. Moi, ce que je conseille aux étudiants... Pape Ndiaye. Première chose, se conscientiser sur les questions raciales, c'est tout à fait important, plutôt que d'avancer avec les yeux bandés, en estimant qu'on n'a aucune leçon à recevoir. Donc il faut quand même se pencher là-dessus, pouvoir se remettre en cause, ce qui n'est pas toujours agréable dans un premier temps, mais ensuite on s'en trouve très bien. Tout le monde y gagne, y compris ceux qui pensaient être, entre guillemets, du bon côté. Je pense aussi que la littérature est importante. La littérature, elle nous met dans la tête des gens. Puis elle nous fait imaginer d'autres mondes, des mondes alternatifs. Bref, s'intéresser, sortir de soi, d'éventuelles situations que l'on estime satisfaisantes parce qu'on serait soi-même presque par nature immunisé contre toute forme de racisme ou de biais genré, etc. Ben non. Le racisme n'est aucunement lié à je ne sais quelle fatalité de l'humanité. Le racisme ne fait pas partie de la nature humaine au sens où le racisme est apparu un moment dans l'histoire des hommes. Si vous considérez l'Antiquité grecque ou romaine, la question de la couleur de peau, elle est si peu importante qu'on n'a aucune idée de la couleur de peau de tel ou tel personnage important. Les empereurs romains dits africains, de quelle couleur de peau étaient-ils ? Personne ne le sait parce que dans les textes, il n'y a aucune mention de leur couleur de peau. La question de la race au sens moderne du terme, elle apparaît au XVIe siècle. Donc le racisme, c'est un moment de notre histoire, relativement bref à l'échelle de l'humanité sur Terre, mais très intense pour le coup, très violent. Et donc si on pense au racisme comme un moment de l'histoire des hommes, on peut en penser la fin. Et cette fin, elle n'est pas inscrite d'avance. La fin, elle arrivera quand on décidera collectivement que c'est le cas. Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série Programme B en partenariat avec la Faculté de médecine Sorbonne Université et la Fondation AP-HP, écrit par Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose, avec la participation de Rosane Le Saint. Cet épisode a été réalisé par Paul Berthiaud et produit par Lorraine Bess. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.